Un millionnaire veut passer une année entière à pleurer devant la pierre tombale de sa femme tragiquement décédée. Mais le jour de son anniversaire, une fillette des rues lui déclare avec conviction « Monsieur, cette femme était ici hier ». Bouleversé, il suit la piste qui le mène dans un quartier oublié où des secrets enfouis commencent à refaire surface. Et ce qui semblait n'être qu'un délire se transforme en une révélation capable de changer à jamais sa vie et son deuil. Un vent glacial balayait le cimetière de Novodevichy lorsque Dmitri Alexandrovitch Volkov s'agenouilla devant une tombe de marbre. Ses doigts, malgré ses gants de cuir coûteux, tremblaient alors qu'il déposait un bouquet de roses blanches, les fleurs préférées de Victoria. « Un an, Vic, murmura-t-il, passant la main sur le nom gravé, Victoria Nikolaevna Navkova. Un peu loin, derrière les grilles du cimetière, Moscou continuait sa vie bruyante, indifférente à son chagrin. Dimitri, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction de Russie, un homme dont la fortune se chiffrait en milliards de roubles, était assis, anéanti sur la terre gelée, fixant la photo sur le monument. Les yeux émeraudes de Victoria semblaient regarder directement dans son âme. Aujourd'hui, elle aurait eu 33 ans, un âge transformé en éternité, coupé net dans un virage de l'autoroute de Roublevka. Une voiture calcinée, un corps méconnaissable, identifié seulement par des bijoux et une analyse ADN. Un cauchemar qui le hante chaque nuit. Je n'ai pas pu te protéger. Sa voix se brisa. Pardonne-moi, ma chérie. Dimitri ne remarqua pas qu'une petite silhouette l'observait depuis quelques minutes. Une fillette menue dans une veste usée, trop légère pour le froid de novembre, s'approchait lentement de lui, tenant dans ses mains quelques fleurs en papier faites maison. « Monsieur, vous pleurez. » La petite voix fit sursauter Dimitri. Il s'essuya rapidement les yeux et se retourna. Devant lui se tenait une fillette d'environ 11 ans. Ses grands yeux gris le regardaient avec une gravité qui n'était pas de son âge. Ses cheveux blonds étaient tressés en une natte désordonnée et ses joues étaient rougies par le froid. « Non, de la neige est juste tombée dedans, » répondit Dimitri avec embarras, se levant et dépoussiérant les genoux de son manteau coûteux. « C'est votre femme ?» La fillette désigna la photo d'un signe de tête. Dimitri acquiesça, ressentant soudain une étrange envie de parler à cet enfant. Oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle est belle. La fillette s'approcha de la photo. Elle a des yeux de chat. Vert, vert. Émeraude, corrigea Dimitri automatiquement, comme des émeraudes. J'ai toujours dit que ses yeux étaient plus précieux que toutes les pierres du monde. La fillette pencha la tête sur le côté, regardant la photo plus attentivement, puis tourna son regard vers Dimitri. Son visage changea soudainement, ses yeux s'écarquillèrent. « Monsieur, dit-elle lentement, et quelque chose dans sa voix fit se tendre Dimitri. Et quand votre femme est-elle morte ? Il y a 1 an. Il y a 1 an, aujourd'hui. Les mots répétés des centaines de fois avaient un goût amer dans sa bouche. La fillette fronça les sourcils. Ses petits sourcils se rejoignirent au-dessus de son nez. Mais c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible ? Demanda Dimitri, distrait, pensant que la fillette ne comprenait simplement pas le concept de la mort. Monsieur, cette femme était ici hier. Le monde autour de Dimitri s'arrêta. Les bruits de la ville lointaine disparurent. Il ne restait que son cœur qui se mit soudainement à battre avec une telle force qu'il sentit une douleur dans sa poitrine. « Que as-tu dit » Sa voix était devenue rude. Cette femme, la fillette désigna la photo, était ici hier. Je vendais des fleurs à l'entrée et elle m'a acheté un petit bouquet. Puis elle m'a donné la moitié de son sandwich. Nous avons parlé. Dimitri saisit la fillette par les épaules sans se rendre compte que ses doigts s'enfonçaient dans ses os fragiles. Ne plaisante pas ainsi, petite, c'est impossible. Vous me faites mal, dit la fillette doucement, et Dimitri la relâcha aussitôt, reculant d'un pas. Pardon, mais tu dois comprendre, ma femme est morte il y a 1 an. Elle a les mêmes yeux verts, continua la fillette avec insistance, et elle a dit qu'elle s'appelait Vika. Elle portait un manteau noir et une écharpe qui couvrait la moitié de son visage. Mais j'ai bien retenu ses yeux, comme un chat, c'est sûr. Dimitri sentit ses jambes flageoler. Vika, personne à part lui n'appelait Victoria par ce diminutif. Pour le monde entier, elle était Victoria, une architecte brillante, une femme du monde, l'épouse d'un milliardaire. Seulement pour lui, Vika, sa petite chérie aux yeux couleur d'émeraude. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, s'efforçant de faire paraître sa voix calme. « Alia. »
Alisa Sorokina. Alia, écoute, Dimitri s'accroupit pour que ses yeux soient au niveau de ceux de la fillette. C'est très important. Peux-tu me raconter plus en détail la journée d'hier? La femme que tu as vue? Alisa acquiesça, visiblement ravie de l'attention. Je vends des fleurs au cimetière tous les jours. Grand-mère les fait en papier et je les vends. Hier, il faisait froid, presque personne n'est venu. Et puis cette femme est apparue. Elle est restée longtemps devant le portail comme si elle n'osait pas entrer. Puis elle m'a acheté toutes mes fleurs, même si elle n'avait besoin que d'un petit bouquet. Le cœur de Dimitri battait encore plus fort. Victoria avait toujours été généreuse. Elle m'a donné beaucoup plus d'argent que nécessaire, continua Alisa, et la moitié de son sandwich au fromage. Nous nous sommes assis sur un banc et elle m'a demandé si j'allais à l'école, où j'habitais. Je lui ai dit que je vivais avec grand-mère, que grand-mère était malade. Elle a promis de venir aujourd'hui et d'apporter des médicaments pour grand-mère, mais elle n'est pas encore venue. À quoi ressemblait-elle? Dimitri sentait qu'il devenait fou. Cela ne pouvait pas être Victoria. C'était tout simplement impossible. Belle, mince, avec les mêmes yeux que sur la photo, les cheveux foncés aux épaules, et elle regardait toujours autour d'elle, comme si elle avait peur d'être suivie. Chaque mot d'Alisa était comme un coup de marteau sur la paroi de verre de sa réalité. Les fissures s'élargissaient. Victoria, Savika, vivante. Alisa, sais-tu où elle est allée ensuite? Peut-être a-t-elle dit où elle habitait? La fillette réfléchit un instant. Non, mais je l'ai vue prendre le bus numéro 84. Je m'en suis souvenu parce que c'est un chiffre porte-bonheur. Grand-mère le dit toujours. Le bus 84 allait en direction de Boutovo, un quartier de la périphérie de Moscou où Dimitri n'avait jamais mis les pieds. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Se pourrait-il que Victoria soit vivante? Que la catastrophe sur l'autoroute de Roublevka ait été une mise en scène? Mais pourquoi? Pourquoi l'avait-elle quittée? Pourquoi l'avait-elle laissée vivre un an en enfer? Alia, pourrais-tu reconnaître cette femme si tu la revoyais? Bien sûr, répondit la fillette avec assurance. Elle a des yeux spéciaux et elle a aussi une petite cicatrice sur le cou. Juste ici, elle désigna son propre cou. Une cicatrice, une fine ligne blanche sur le cou de Victoria, la trace d'une blessure d'enfance. Dimitri trembla non plus de froid, mais d'espoir, d'un espoir terrible, interdit, qui commençait à s'allumer dans son âme. Alia, tu dois m'aider à retrouver cette femme. Sa voix était devenue ferme, résolue. C'est très important. Et vous donnerez des médicaments à grand-mère, demanda Alisa d'un ton pratique. Elle a mal au cœur et les pilules sont chères. Je donnerai à ta grand-mère les meilleurs médecins et pas seulement des médicaments, promit Dimitri, sortant son portefeuille de sa poche. Il en tira plusieurs grosses coupures. Tiens, pour l'instant, c'est ça. Maintenant, dis-moi où je peux te trouver. Nous habitons près du terminus du bus 84, dans la maison jaune à la peinture écaillée, appartement 17. Venez ce soir, je serai à la maison après 18h. Dimitri acquiesça, mémorisant l'adresse. Il regarda sa montre. Il n'était que 14h. 4 heures d'attente semblaient une éternité. Je viendrai à 18h, dit-il en se levant. Et Alisa, merci. La fillette sourit, montrant un petit espace entre ses dents de devant. De rien, monsieur, seulement ne pleurez plus. D'accord? Dimitri regarda Alisa s'éloigner, sautillant, serrant l'argent dans sa main. Puis il se tourna de nouveau vers la tombe. Vers la tombe vide. Son regard glissa sur la photo de Victoria et il lui sembla que les yeux émeraudes le regardaient avec des défis, comme pour tester, me trouveras-tu? Me pardonneras-tu? Abasourdi, il s'assit sur le banc où, selon Alisa, la femme aux yeux couleur d'émeraude s'était assise hier avec les yeux de sa morte, ou peut-être vivante, épouse. Vic, murmura-t-il dans l'air froid. Que se passe-t-il? Où es-tu? Pour seule réponse, il n'eut que le bruissement du vent dans les branches dénudées des arbres. Retournant à sa Maybach noire, Dimitri ne remarqua ni le luxe de la voiture, ni le hochement de tête respectueux de son chauffeur. Ses pensées étaient loin dans le passé, qui avait soudainement cessé d'être le passé, et dans l'avenir, qui, une minute auparavant, semblait impossible. À la maison, Sergueï,
lança-t-il au chauffeur en s'enfonçant dans le siège en cuir souple. Bien sûr, Dimitri Alexandrovitch, tout va bien? Oui. Non. Dimitri passa la main sur son visage. Conduis, c'est tout. La voiture démarra en douceur. À travers les vitres teintées, Moscou défilait, la ville où Victoria et lui s'étaient rencontrés 6 ans auparavant lors d'une soirée de charité. Elle, jeune architecte talentueuse, présentait son projet de rénovation d'un quartier historique. Lui, homme d'affaires prospère, cherchait un architecte pour son nouveau complexe résidentiel de luxe. Dimitri ferma les yeux et les souvenirs affluèrent avec une force nouvelle. Victoria Nikolaevna, votre projet est impressionnant, dit-il en s'approchant d'elle après la présentation. Mais que diriez-vous d'un travail plus ambitieux? Elle se retourna et Dimitri vit pour la première fois ses yeux verts comme de jeunes feuilles, profonds comme un lac forestier. Elle le regardait avec un léger défi. Tout dépend de l'ampleur dont vous parlez, Dimitri Alexandrovitch, répondit-elle, et sa voix laissait transparaître la confiance d'une personne qui connaissait sa valeur. Un complexe résidentiel à Wróblewka. 20 hectares de terrain, liberté créative totale. Cela semble tentant. Elle sourit, et ce sourire illumina son visage, le rendant encore plus beau. Mais je ne travaille pas pour des gens que je ne connais pas. Alors, faisons plus ample connaissance. Dimitri lui tendit une coupe de champagne. À notre collaboration. Elle prit la coupe mais ne but pas. À la compréhension mutuelle. La collaboration, c'est trop tôt. Ils parlèrent toute la soirée d'architecture moderne, de leur ville préférée, de littérature russe. Victoria adorait Dostoïevski et pouvait citer des pages entières de l'idiot. Dimitri fut charmé par son intelligence, sa passion pour sa profession et son indépendance. À la fin de la soirée, elle accepta tout de même de travailler sur son projet, mais à une condition, une liberté créative totale et aucune pression. Dimitri Alexandrovitch, la voix du chauffeur le ramena à la réalité. Nous sommes arrivés. La demeure de style néoclassique, conçue par Victoria elle-même, se dressait derrière les grilles en fer forgé. Auparavant, cet endroit semblait l'incarnation de leur rêve commun. Désormais, une coquille vide et sans âme. Sergueï, j'ai changé d'avis. Allons au bureau. Au bureau, qui occupait 2 étages dans une tour de verre de Moscou City, Dimitri s'enferma dans son cabinet, ordonnant à sa secrétaire de ne laisser entrer personne et de ne pas le déranger. Il s'assit devant son ordinateur et ouvrit un dossier de photos qu'il n'avait pas ouvert depuis 1 an. Il était trop douloureux de voir le visage heureux de Victoria. Les voici à Venise, faisant de la gondole. Les voici en vacances sur son yacht en Méditerranée. Les voici Victoria le jour de leur mariage dans une robe couleur ivoire avec un bouquet de roses blanches, et partout ses yeux émeraudes brillants, aimants. Dimitri ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une petite boîte en velours noir. À l'intérieur se trouvait un collier d'émeraude, un cadeau qu'il avait acheté pour Victoria pour leur 5e anniversaire de mariage. Il n'avait pas eu le temps de le lui offrir. La veille de leur anniversaire, l'accident s'était produit. Ou non, les pensées de Dimitri se brouillaient. Si Victoria était vivante, alors elle avait mis en scène sa mort. Cela signifiait que son année de deuil, sa douleur, son désespoir, étaient basés sur un mensonge. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui aurait pu pousser une femme aimante à une tromperie aussi monstrueuse? Il se rappela leur dernière conversation avant l'accident. Ils discutaient de la possibilité d'avoir un enfant. Victoria était soudainement devenue étrangement tendue. Dima, elle le nommait rarement ainsi, seulement dans les moments particulièrement intimes. Et si nous avions un enfant qui n'était pas tout à fait le nôtre? Dans quel sens? Il ne comprit pas. Eh bien, adoptif, ou? Elle s'interrompit, regardant quelque part au-delà de lui. Vika, pourquoi ces discussions? Nous aurons nos propres enfants, beaux, intelligents, comme toi, avec tes yeux émeraudes. Et si ça ne marche pas? Ça marchera, répondit-il avec assurance. Et si ce n'est pas le cas, il y a la maternité de substitution, la FIV, d'autres voies d'adoption. Mais je ne prendrai jamais l'enfant d'un autre. Je ne pourrai jamais l'aimer comme le mien. Elle pâlit à ce moment-là, mais il avait mis cela sur le compte de la fatigue. Et le lendemain, elle n'était pas rentrée du travail. La police avait retrouvé sa voiture qui avait quitté la route et brûlé. L'expertise ADN avait confirmé, c'était Victoria dans la voiture ou non?
Dimitri sortit son téléphone et composa le numéro de son chef de la sécurité, un ancien officier du FSB passé dans le secteur privé. Igor, j'ai besoin d'informations. Urgent. Tous les détails de l'enquête sur l'accident de ma femme, tous les dossiers, et aussi vérifie l'itinéraire du bus numéro 84. Terminus. La maison jaune à la peinture écaillée. Trouve l'appartement 17 là-bas. Qui y vit? Toutes les données, et aussi toutes les informations sur une fillette nommée Alisa Sorokina, environ 11 ans, qui vit avec sa grand-mère. Tout doit être fait aujourd'hui. Dimitri Alexandrovitch, commença Igor, mais Dimitri l'interrompit. C'est une question de vie ou de mort, Igor, au sens propre. Après avoir raccroché, Dimitri se laissa tomber sur le fauteuil. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête, mais une seule battait avec une insistance particulière, Vika pourrait être vivante. Sa Vika. Le temps s'étira insupportablement lent. Dimitri tenta de travailler, parcourant des rapports, signant des documents, répondant à des emails, mais tout cela mécaniquement, sans en saisir le sens. Intérieurement, il était entièrement concentré sur la rencontre à venir avec Alisa. À 17h, Igor l'appela. Dimitri Alexandrovitch, j'ai des données préliminaires. Concernant Alisa Sorokina, elle étudie à l'école numéro 856. Sa mère est décédée il y a 3 ans. Pas de père. Elle vit avec sa grand-mère, Galina Ivanovna Sorokina, âgée de 67 ans, retraitée, ancienne institutrice avec de graves problèmes cardiaques. L'appartement est bien le numéro 17 dans un vieil immeuble en béton préfabriqué à Boutovo. Pour les dossiers de votre femme, il me faut plus de temps. Il y a des étrangetés. J'ai demandé un accès complet aux archives. Quelles étrangetés? Le cœur de Dimitri battit plus vite. La conclusion du médecin légiste est basée uniquement sur l'analyse ADN. L'identification visuelle a été impossible en raison des brûlures graves. Mais surtout, il manquait les photos de la scène de l'accident. Elles auraient dû être là. C'est la procédure standard. Tu penses? Je ne pense rien, Dimitri Alexandrovitch, je ne fais que vérifier les faits. Et aussi pour la ligne 84, elle passe bien par Boutovo et l'un des arrêts se trouve à 2 pâtés de maison du cimetière Sokolniki. Dimitri regarda sa montre. Presque 18h. Merci, Igor. Continue de creuser et prépare une équipe. Elle pourrait être nécessaire. Il appela son chauffeur et, sans l'attendre, descendit au parking souterrain. S'installant au volant de sa Mercedes Sport, Dimitri alluma le navigateur et entra l'adresse. Le trajet jusqu'à Boutovo prit presque 1 heure à cause des bouchons du soir. Dimitri était nerveux, tapotant du doigt sur le volant. Chaque minute de retard lui semblait une occasion perdue. Et si c'était vraiment Victoria? Et si elle disparaissait de nouveau? Le quartier l'accueillit avec ses immeubles gris en béton préfabriqué, la lumière tamisée des lampadaires et les visages renfrognés des gens pressés de rentrer du travail. La maison jaune s'avéra être un immeuble décrépit de 5 étages, construit sans doute à l'époque soviétique. Après s'être garé, Dimitri monta à l'étage où se trouvait l'appartement 17. Son cœur battait si fort qu'il sentait une pulsation dans les tempes. D'une main tremblante, il appuya sur le bouton de la sonnette. La porte s'ouvrit presque aussitôt. Sur le seuil se tenait Alisa, déjà changée, dans un vieux t-shirt d'intérieur à l'effigie d'un personnage de dessins animés et un pantalon de survêtement ample. « Vous êtes venu » s'écria-t-elle, et sa voix laissait transparaître de la surprise, comme si elle ne croyait pas entièrement qu'un milliardaire se présenterait réellement au seuil de leur modeste appartement. « J'avais promis » répondit Dimitri simplement. Alisa se décala, le laissant entrer dans un minuscule vestibule. « Grand-mère est dans la cuisine. » Je lui ai tout raconté mais elle ne m'a pas cru. L'appartement était petit et modeste mais propre et accueillant. Au mur, de vieilles photographies. Sur les étagères, des livres, beaucoup abîmés par des lectures fréquentes. Une odeur de thé fraîchement infusé et de biscuits à la vanille embaumait l'espace. Dans la cuisine, à table, était assise une femme âgée aux cheveux gris noués en un chignon soigné. En voyant Dimitri, elle tenta de se lever, mais il l'arrêta d'un geste. « S'il vous plaît, ne vous levez pas. Je suis Dimitri Volkov. » Galina Ivanovna, se présenta la femme, observant attentivement l'invité inattendu. « Alisa m'a raconté une histoire fantastique,
mais je ne pensais pas que vous viendriez réellement. Ce n'est pas fantastique, grand-mère, s'exclama Alisa. J'ai vu sa femme. Je sais que je l'ai vue. Alia, dit Dimitri doucement, raconte-moi encore une fois à quoi ressemblait cette femme. Tout ce dont tu te souviens. La fillette fronça les sourcils, concentrée. Elle est grande mais pas très mince. Les cheveux foncés, aux épaules, les yeux verts comme un chat, exactement les mêmes que sur la photo. Elle portait un manteau noir et une écharpe sur le cou, mais j'ai vu une petite cicatrice juste ici. Elle désigna son propre cou. Et elle regardait toujours autour d'elle comme si elle avait peur d'être suivie. Chaque détail de la description correspondait à Victoria. Dimitri sentit une boule se former dans sa gorge. Alisa dit que la femme a promis d'apporter des médicaments, dit Galina Ivanovna, mais personne n'est venu. Savez-vous où elle habite? Peut-être a-t-elle mentionné une adresse, demanda Dimitri, luttant pour rester calme. Alisa secoua la tête. Non, mais elle a. Elle a hésité. J'ai vu qu'elle allait à l'arrêt de bus et je crois que je sais où elle a pu descendre. Il y a un nouveau complexe résidentiel là-bas, pas cher. Beaucoup de gens de notre quartier y ont déménagé quand ils ont commencé à démolir les vieux immeubles de 5 étages. Tu peux me montrer cet endroit? Oui, mais c'est loin d'ici. Il faut y aller en bus. Dimitri se leva résolument. Je vais vous y emmener. J'ai une voiture. Galina Ivanovna regarda sa petite fille avec inquiétude. Alisa, il est déjà tard et tu connais à peine cet homme. Je comprends votre inquiétude, dit Dimitri, se tournant vers la femme âgée. Mais c'est vraiment très important pour moi. Si cette femme est ma femme, je dois savoir. Galina Ivanovna le regarda attentivement dans les yeux, comme pour évaluer sa sincérité. Puis elle acquiesça d'accord. Mais je viendrai avec vous. Bien sûr, accepta Dimitri, et j'ai promis de vous aider avec votre santé. Demain, le meilleur cardiologue de Moscou viendra vous voir. Je n'ai pas besoin de charité, répondit fièrement Galina Ivanovna. Ce n'est pas de la charité, c'est de la gratitude pour votre aide. Et maintenant, s'il vous plaît, préparez-vous. Chaque minute compte. 10 minutes plus tard, ils étaient déjà assis dans sa Mercedes. Alisa, émerveillée, sur le siège avant. Galina Ivanovna, méfiante, à l'arrière. Dimitri démarra le moteur et la voiture s'ébranla. Où maintenant? Demanda-t-il à Alisa. Tout droit jusqu'au feu, puis à gauche, commanda la fillette, visiblement ravie de son nouveau rôle de navigatrice. Ils roulèrent à travers Boutovo, un quartier si différent des quartiers de luxe où Dimitri résidait. Ici, la vie suivait d'autres règles, plus simples, plus honnêtes. Alisa le guida avec assurance, indiquant les virages. Ici, dit-elle enfin, désignant un complexe de plusieurs nouveaux immeubles peints dans des tons pastels. Il y a des appartements pas chers ici. Peut-être qu'elle habite là. Dimitri se gara et regarda sa montre. Il était près de 21 heures. Dans quel immeuble? Demanda-t-il, les bâtiments étant identiques. Je ne sais pas, répondit honnêtement Alisa, mais je pourrais la reconnaître si je la voyais. Dimitri comprit que les chances de trouver Victoria en se promenant simplement dans le quartier étaient minimes. Mais il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas abandonner maintenant, alors qu'il était si près. D'accord, dit-il résolument. Cherchons. Le complexe résidentiel Boutovoski se composait de maisons de 5 à 12 étages, disposées en demi-cercle autour d'un petit square avec une aire de jeu pour enfants. Sous la lumière des lampadaires du soir, les silhouettes des maisons semblaient presque identiques. Dimitri ressentit une pointe de désespoir. Trouver ici une personne qui, peut-être, ne voulait pas être trouvée, semblait une tâche impossible. Par où commençons-nous? Demanda-t-il, regardant autour de lui. Alisa fronça les sourcils pensivement. Peut-être près de l'aire de jeu. Les adultes y promènent souvent leurs enfants. Dimitri acquiesça, s'étonnant de la pensée pratique de la fillette. Ils se dirigèrent vers l'aire de jeu où, malgré leur tardive, quelques enfants jouaient encore sous la surveillance de leurs parents. Alisa observait attentivement les visages des femmes mais secouait la tête, déçue. Galina Ivanovna restait un peu en retrait, visiblement fatiguée, mais ne voulant pas montrer de faiblesse. Ils avaient fait le tour de tout le square et s'apprêtaient à se diriger vers les entrées des immeubles quand Alisa s'immobilisa soudainement, regardant les balançoires.
Le voilà, murmura-t-elle, désignant un petit garçon qui se balançait. Qui? Dimitri ne comprit pas. Le garçon de l'air de jeu. Il était sur la photo dans le téléphone de cette femme. Elle m'a montré sa photo et a dit que c'était son fils. Son fils? Victoria n'avait pas d'enfant, du moins pas à la connaissance de Dimitri. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Si Alisa disait vrai, si la femme aux yeux émeraudes était bien Victoria, cela signifiait qu'elle avait un enfant. Un enfant dont il ignorait tout. Alisa, es-tu sûre? Sa voix était rauque. Oui, c'est bien lui. Il a le même grain de beauté sur la joue, vous voyez? Dimitri regarda de plus près. Le garçon, âgé d'environ 9 ans, aux cheveux foncés et au visage mince, se balançait avec une expression indifférente. Sur sa joue gauche, un grain de beauté sombre était effectivement visible. Allons-y, dit Dimitri résolument, et se dirigea vers l'aire de jeu. Le garçon les remarqua et sauta des balançoires, regardant les étrangers avec méfiance. Dans ses yeux se lisait un mélange de curiosité et d'appréhension. « Salut !» Dimitri s'efforça de faire paraître sa voix amicale. « Comment t'appelles-tu » Le garçon ne répondit pas, se contentant de reculer d'un pas, les lèvres serrées. « Ne parle pas aux inconnus, cita Dimitri, l'instruction parentale standard. »« C'est bien, petit malin. » L'enfant resta silencieux, mais une surprise apparut dans ses yeux. « Mon amie Alisa semble connaître ta maman, » continua Dimitri, sentant son cœur battre follement. « Ta maman a les yeux verts » ? Oui. Le garçon resta silencieux, mais son regard s'envola vers l'immeuble le plus proche, un immeuble de 12 étages en béton préfabriqué de couleur beige clair. « Faisons ceci. » Dimitri s'accroupit pour être à la hauteur de l'enfant. « Je ne te demanderai pas comment tu t'appelles ni où tu habites, mais je veux vraiment voir ta maman. C'est très important. Ne pourrais-tu pas lui transmettre quelque chose ?» Le garçon inclina légèrement la tête, ce qui pouvait être interprété comme un accord. Dimitri sortit de la poche intérieure de son manteau une photo, la sienne et celle de Victoria, prise lors de leur dernier Nouvel An ensemble. Ils se tenaient près du sapin de Noël dans leur maison de Moscou, heureux, souriants. « Donne ça à ta maman et dis-lui que Dimitri l'attend ici. » Le garçon prit la photo, la regarda attentivement et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Il tourna son regard vers Dimitri, puis de nouveau vers la photo, comme pour comparer. « C'est vous » demanda-t-il enfin d'une voix basse. « Oui » répondit Dimitri simplement. Le garçon regarda de nouveau la photo, puis la glissa dans la poche de sa veste. Sans dire un mot de plus, il courut vers la maison beige. Près de l'entrée, il se retourna, lança un long regard à Dimitri et disparut derrière la porte. « Et maintenant » demanda Alisa, qui avait observé cette scène avec intérêt. « Maintenant, nous attendons. » Dimitri se redressa et inspira profondément, essayant de calmer son cœur battant. Ils restèrent près de l'aire de jeu. Galina Ivanovna, fatiguée de marcher, s'assit sur un banc. Alisa s'installa à côté d'elle, balançant ses jambes. Dimitri ne pouvait pas s'asseoir. Il faisait les 100 pas, ne quittant pas des yeux l'entrée de l'immeuble où le garçon s'était enfui. 5 minutes passèrent, puis 10, puis 15. L'aire de jeu se vida. Les parents avaient ramené leurs enfants à la maison. Le silence s'installa. Seul le vent bruissait dans les branches dénudées des arbres. « Peut-être qu'il n'a pas donné la photo » suggéra Alisa. « Ou que sa maman n'est pas la femme que nous cherchons. »« Laissez-lui le temps » dit Galina Ivanovna doucement. « Si c'est vraiment votre femme, elle a besoin de rassembler ses pensées. » Dimitri acquiesça, reconnaissant la sagesse de la femme âgée. Si Victoria était vraiment vivante et s'était cachée pendant 1 an, elle devait avoir de bonnes raisons, et maintenant elle devait décider si elle allait se montrer à lui ou disparaître de nouveau. 10 minutes de plus s'écoulèrent. Dimitri commençait à perdre espoir. Peut-être s'était-il trompé. Peut-être que le garçon était simplement rentré chez lui et n'avait montré la photo à personne, ou que la femme aux yeux émeraudes n'était pas Victoria, mais quelqu'un qui lui ressemblait étrangement. Et soudain, la porte de l'immeuble s'ouvrit. Une silhouette féminine en manteau sombre apparut sur le seuil. Elle s'arrêta un instant comme si elle hésitait, puis se dirigea résolument vers l'aire de jeu. Son visage était à moitié caché par une écharpe, mais Dimitri aurait reconnu cette démarche parmi 1000,
légère comme planante, avec une légère inclinaison de la tête en avant. Victoria. Savika. Vivante. Le monde autour cessa d'exister. Dimitri ne voyait qu'elle, s'approchant, à chaque pas, réel. Ni un fantôme ni un rêve. Il se précipita à sa rencontre, sans savoir ce qu'il faisait, simplement obéissant à son instinct. Ils s'arrêtèrent à 2 pas l'un de l'autre. Victoria retira lentement son écharpe, révélant son visage. Pâle, grêle, avec des cernes sous les yeux, mais toujours aussi beau. Et ses yeux émeraudes, comme il s'en souvenait, maintenant pleins de larmes. Dima, dit-elle, et sa voix se brisa. Un seul mot, et une année de douleur, de désespoir, de colère s'abattit sur Dimitri. Il fit un dernier pas et la serra fort dans ses bras, craignant qu'elle ne disparaisse, ne se dissolve dans l'air. Elle était si mince, presque fragile dans ses bras, mais chaude, vivante, réelle. Vika, murmura-t-il, enfouissant son visage dans ses cheveux. Mon Dieu! Vika! Ils restèrent ainsi enlacés, sans dire un mot, se sentant simplement l'un l'autre. Dimitri sentait qu'elle tremblait, que ses larmes mouillaient le col de son manteau. Finalement, elle se recula, le regardant dans les yeux. Dans son regard, il y avait non seulement la joie des retrouvailles, mais aussi la peur, et quelque chose d'autre, de la culpabilité. « Je dois expliquer, » dit-elle doucement. « Je dois tout expliquer. » Oui. Dimitri sentit que la première vague d'euphorie des retrouvailles était remplacée par de la colère. « Tu dois expliquer pourquoi tu m'as laissé croire que tu étais morte. Pourquoi 1 an? Une année entière, Vika, j'ai vécu avec cette douleur. » Elle baissa les yeux. « Pas ici. Allons dans l'appartement. » Ce n'est qu'alors que Dimitri se rappela à Lisa et Galina Ivanovna qui observaient silencieusement la scène des retrouvailles. « C'est Alisa, dit-il, désignant la fillette. Elle t'a vu au cimetière. Elle m'a conduit à toi. » Victoria se tourna vers Alisa et sourit faiblement. « Merci à toi. » Elle ne termina pas la phrase comme si elle ne savait pas quoi dire. « Venez tous, dit-elle résolument. J'ai du thé et des biscuits et je dois vous présenter quelqu'un. » Ils montèrent au 6e étage d'un immeuble en béton préfabriqué ordinaire, si différent du luxueux hôtel particulier où Victoria avait vécu avec Dimitri. L'appartement était petit, 2 pièces modestement meublées. Dans le minuscule vestibule, ils furent accueillis par le garçon qu'ils avaient vu sur l'aire de jeu. Il regardait Dimitri avec une curiosité non dissimulée et une légère appréhension. « C'est Maxime, » dit Victoria doucement, posant une main sur l'épaule du garçon. « Mon fils ?» Dimitri sentit une boule se former dans sa gorge. Un fils. Victoria avait un fils dont il ignorait tout. Un enfant dont elle avait caché l'existence pendant les 5 années de leur mariage. « Salut, Maxime. » Il s'efforça de faire paraître sa voix normale, mais tout en lui bouillonnait de questions. « Bonjour, » répondit poliment le garçon. « Vous êtes vraiment le mari de ma maman ? » Maxime. Victoria lança à son fils un regard d'avertissement. « Oui, » répondit Dimitri simplement. « Je suis le mari de ta maman. » Entrés tous dans la pièce, Victoria les invita d'un geste. « Je vais faire du thé. » Ils entrèrent dans le petit salon combiné à la cuisine. Tout y était modeste mais propre et ordonné. Au mur, des dessins d'enfants. Sur les étagères, des manuels scolaires et des livres. Rien ne rappelait la vie luxueuse que Victoria avait menée auparavant. Alisa et Galina Ivanovna s'assirent sur le canapé. Maxime s'installa sur une chaise, continuant d'observer Dimitri avec intérêt. Victoria s'affairait dans la minuscule cuisine, mettant la bouilloire et sortant des biscuits d'une boîte en fer blanc. Dimitri resta debout au milieu de la pièce, ne sachant que faire. Tout semblait irréel. Victoria vivante, ici, dans ce modeste appartement avec un fils dont il ignorait tout. « Asseyez-vous s'il vous plaît, » dit Victoria, remarquant son désarroi. « Le thé sera prêt dans 1 minute. » Il s'assit sur le bord d'une chaise libre, ne quittant pas des yeux sa silhouette. Elle avait maigri. Ses traits s'étaient affinés, mais elle était toujours belle. Sa Vika ressuscitait des morts. Le silence fut rompu par Alisa. « Et pourquoi avez-vous dit que votre nom était Vika si votre vrai nom est Victoria ?» demanda-t-elle avec une franchise enfantine. Victoria sourit faiblement, versant le thé dans les tasses.
Vika est un diminutif de Victoria. C'est ainsi que les personnes proches m'appellent. C'est ainsi que seul moi t'appelais, dit Dimitri doucement. Pour tous les autres, tu as toujours été Victoria. Leurs regards se croisèrent, et Dimitri vit dans ses yeux de la douleur et du remords. Je dois beaucoup expliquer, dit-elle doucement, s'asseyant en face de lui. Et je ne suis pas sûr que tu puisses comprendre ou pardonner. Essaie. Sa voix était plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Victoria inspira profondément, jeta un coup d'œil à Maxime et regarda de nouveau Dimitri. Maxime, mon chéri, dit-elle à son fils. Pourquoi ne montrerais-tu pas à Alisa ta collection de minéraux? Tu te souviens de ces pierres que nous avons ramassées sur la côte? Maxime voulait manifestement rester et écouter, mais il acquiesça docilement. D'accord, maman, allons-y. Alisa, moi aussi je vais aller avec les enfants, dit Galina Ivanovna avec tact, se levant. Vous avez besoin de parler en privé. Lorsque la porte de la pièce voisine se referma, Victoria et Dimitri restèrent seuls. Un silence pesant s'installa. Pourquoi? Demanda finalement Dimitri. Et dans ce seul mot, il y avait toute la douleur de l'année écoulée. Victoria baissa les yeux. Ses doigts serraient nerveusement sa tasse de thé. Je dois commencer par le début, dit-elle doucement. Depuis le tout début. Et elle commença à raconter comment, 5 ans auparavant, elle avait rencontré Ivan Petrov, un homme beau, charismatique qui, au début, semblait un partenaire idéal. Comment la relation avait rapidement évolué vers une vie commune. Comment, 1 an plus tard, Maxime, un enfant merveilleux et attendu, était né. Et comment peu après, elle avait découvert l'autre facette d'Ivan, jaloux, contrôlant, puis physiquement agressif. Comment il l'avait progressivement isolé de ses amis et de sa famille. Comment il avait transformé sa vie en un enfer de peur et de tension constante. Je l'ai quitté quand Maxime avait 3 ans, la voix de Victoria tremblait. J'ai rassemblé le strict nécessaire et me suis enfui la nuit pendant qu'il dormait. J'ai trouvé un petit appartement, j'ai trouvé un emploi dans un bureau d'architecte. J'ai commencé une nouvelle vie. Elle raconta comment Ivan avait tenté de la retrouver, comment il l'avait menacée, comment elle avait vécu dans la peur constante qu'il ne les découvre, elle et Maxime, et ne lui retire son enfant, ou pire. Et puis je t'ai rencontré. Ses yeux se remplirent de larmes. Et je suis tombée amoureuse comme je n'aurais jamais cru pouvoir l'être. Tu étais comme le soleil après un long hiver. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ton fils? Dimitri sentit la colère en lui lutter avec la souffrance. Victoria sourit amèrement. Tu te souviens de notre conversation sur les enfants? Quand tu as dit que tu ne pourrais jamais aimer l'enfant d'un autre comme le tien. Dimitri se souvint et frissonna intérieurement. Ces mots, prononcés lors d'une conversation ordinaire, s'avéraient avoir un tel poids. J'ai eu peur, continua Victoria. Je t'aimais déjà. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans toi et j'ai décidé d'attendre avant de te l'avouer. J'ai pensé qu'une fois marié, quand tu me connaîtrais mieux, alors je te le dirais. Mais tu ne l'as jamais dit. Il y avait du reproche dans la voix de Dimitri. 5 ans, Vika, 5 ans de mariage. Je sais, elle baissa la tête. Au début, j'avais peur de te perdre. Ensuite, que tu ne pardonnes pas la tromperie. Le temps passait. Le mensonge grossissait comme une boule de neige. Maxime vivait avec mon amie Elena à Saint-Pétersbourg. J'allais le voir quand je te disais que j'allais à des conférences ou chez des clients. Dimitri se rappela ses voyages fréquents mais n'ayant jamais éveillé de soupçons. Victoria était une architecte brillante, travaillant dans toute la Russie. Et puis Ivan nous a retrouvés. Sa voix tomba à un murmure. Il a découvert mon nouveau mariage, toi, ton argent, et a commencé à me faire chanter. Elle raconta comment 1 an auparavant, Ivan était apparu soudainement, menaçant de parler de Maxime à Dimitri, de détruire leur mariage et surtout de lui enlever Maxime, qu'il, en tant que père biologique, avait tous les droits légaux de prendre. Il exigeait de l'argent, des sommes colossales. Au début, je payais avec mes économies, mais ses exigences grandissaient. Il disait que si je ne lui donnais pas 5 millions de roubles, il viendrait te voir et tout te raconterait, et qu'il prendrait Maxime et partirait avec lui à l'étranger où je ne pourrais jamais le retrouver. Dimitri écoutait, sentant une rage monter en lui, non pas contre Victoria, mais contre l'homme qui l'avait poussé à un tel désespoir. Et c'est alors que tu as décidé de simuler ta mort, devina-t-il. Victoria acquiesça,
les larmes coulant sur ses joues. Cela semblait être la seule issue, disparaître, prendre Maxime et commencer une nouvelle vie où Yvan ne pourrait pas nous retrouver. Mais comment? L'expertise ADN? Elena, dit Victoria doucement. Mon amie, chez qui vivait Maxime, elle mourait d'un cancer. Stade terminal, il ne lui restait que quelques semaines. Elle a proposé de m'aider, a dit qu'après sa mort, son corps pourrait servir à notre but, nous sauver, Maxime et moi. Dimitri fut stupéfait. Tu veux dire? Dans cette voiture, c'était Elena? Déjà morte? Elle est décédée le même jour. Le matin, nous avons échangé les analyses ADN. J'avais des contacts à la clinique où elle était traitée. J'ai payé une somme énorme pour le silence. Nous avons mis en scène l'accident, incendié la voiture pour qu'on ne puisse pas identifier le corps. L'horreur de ce plan frappa Dimitri. Tu as fait une telle chose au lieu de simplement me dire la vérité. J'avais peur, tout simplement, répondit Victoria. Peur que tu te détournes de moi en apprenant le mensonge. Peur que sans ta protection, Yvan ne prenne Maxime. Peur de tout. Et qu'est-il arrivé à Yvan? Il a cru à ta mort? Oui, acquiesça Victoria. Il était furieux d'avoir perdu sa source d'argent, mais il ne cherchait plus Maxime. À quoi bon un enfant sans mère riche? Dimitri secoua la tête, essayant de comprendre toute cette histoire. Tu as vécu ici toute l'année dans cet appartement? Oui, avec les économies restantes, j'ai loué cet appartement. J'ai trouvé un emploi de design dans une petite entreprise sous un autre nom, bien sûr. Maxime est allé à l'école locale. Nous nous débrouillons. Et hier, tu es allé au cimetière. Pourquoi? Victoria sourit tristement. J'y vais tous les mois, je dépose des fleurs sur ma propre tombe et je pense à toi. Je me souvenais qu'hier était un jour spécial, l'anniversaire de ma mort. Je savais que tu viendrais aujourd'hui, le jour de mon anniversaire, et je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir te voir, ne serait-ce que de loin. Et tu as rencontré Alisa, termina Dimitri. Oui, une charmante fillette qui vendait des fleurs en papier. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle me lirait à la photo sur la tombe. Victoria se tut, le regardant avec anxiété et espoir. Maintenant, tu connais toute la vérité. Je comprends si tu ne peux pas pardonner. Dimitri resta silencieux, digérant ce qu'il avait entendu. Un mensonge qui avait duré des années, une mort simulée, un enfant secret. C'était trop à accepter d'un coup. Dans la pièce voisine, on entendit le rire des enfants. La vie continuait malgré le drame qui se déroulait derrière la porte fermée. Dimitri détourna son regard de Victoria vers la fenêtre derrière laquelle scintillaient les lumières du Moscou nocturne. Une ville si familière et si étrangère à présent. Tu as dit qu'Yvan avait cru à ta mort, dit-il enfin. Mais que se passera-t-il s'il te voit? S'il apprend que tu es vivante? Victoria frissonna. Je vis dans la peur constante de cela. J'essaie de ne pas apparaître dans les lieux publics sans nécessité. Je porte une perruque quand je sors. Maxime va à l'école sous un autre nom. Quel nom? Sokolova. Victoria et Maxime Sokolov. Et cet homme représente-t-il toujours une menace? Victoria sourit amèrement. Tu ne connais pas Yvan. Il n'est pas de ceux qui pardonnent et oublient. S'il apprend que je suis vivante, que je l'ai trompé, il viendra me chercher, moi et Maxime. Dimitri se pencha en avant, la regardant droit dans les yeux. Vika, je suis un milliardaire. J'ai des relations au plus haut niveau. Service de sécurité, avocat, garde du corps. Pensais-tu vraiment que je ne pourrais pas te protéger, toi et ton fils, d'un seul homme? Notre fils, corrigea-t-elle doucement. Maxime te connaît. Je lui ai parlé de toi, je lui ai montré des photos. Pour lui, tu as toujours été de la famille, même à distance. Ces mots touchèrent quelque chose de profond en Dimitri. Un garçon qu'il n'avait jamais vu le considérer comme faisant partie de sa famille. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir tout de suite? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité quand Yvan a commencé à te faire chanter? Victoria baissa les yeux. Après tes mots sur le fait que tu ne pourrais jamais aimer l'enfant d'un autre, j'ai décidé que le choix entre moi avec Maxime et une vision de nous était évident. Tu ne m'as même pas donné une chance. Il y avait de l'amertume dans la voix de Dimitri.
Tu ne m'as pas laissé décider moi-même. J'avais peur, tout simplement, répondit-elle. La peur est une mauvaise conseillère. Elle nous fait voir le pire chez les gens et dans les situations. Dimitri comprit soudain que le sentiment principal qu'il éprouvait maintenant n'était pas la colère, mais la douleur. La douleur que Victoria ne lui ait pas fait suffisamment confiance pour lui dire la vérité. La douleur d'une année passée à pleurer une personne vivante. Tu sais ce qui était le plus effrayant, demanda-t-il doucement. Non pas de croire que tu n'existais plus, mais de me résigner à ne plus jamais voir tes yeux, à ne plus entendre ton rire, à ne pas avoir pu te protéger. Pardonne-moi, murmura Victoria et des larmes lui montèrent aux yeux. Je t'ai causé tant de douleur. Je ne sais pas si cela peut être réparé. À ce moment-là, la porte s'entr'ouvrit doucement et le visage curieux de Maxime apparut dans l'interstice. Maman, appela-t-il avec hésitation. Est-ce que Alisa et moi on peut prendre des biscuits? Victoria s'essuya rapidement les larmes et tenta de sourire. Bien sûr, mon chéri. Prends dans le buffet, dans la boîte en fer blanc. Le garçon se glissa dans la pièce et se dirigea vers le buffet, jetant discrètement des regards à Dimitri. Après avoir pris la boîte de biscuits, il hésita près de la table. « Vous êtes vraiment mon beau-père » demanda-t-il soudain, regardant Dimitri droit dans les yeux. Victoria frissonna. « Maxime, pas maintenant. » Oui, Dimitri rencontra le regard du garçon. « Je suis le mari de ta maman, donc techniquement ton beau-père. Et tu resteras avec nous ?» Dans la voix de l'enfant, il y avait un étrange mélange d'espoir et d'appréhension. Dimitri sentit son cœur se serrer. Il tourna son regard vers Victoria qui le regardait avec inquiétude. « Je ne sais pas, Maxime, répondit-il honnêtement. J'ai besoin de temps pour tout réfléchir, mais je ne disparaîtrai certainement pas de votre vie. Le garçon acquiesça avec un air sérieux. Je comprends. Les adultes ont toujours besoin de temps pour réfléchir. Il prit la boîte de biscuits et sortit de la pièce, refermant la porte derrière lui. Un garçon intelligent, remarqua Dimitri. Trop intelligent pour son âge, répondit Victoria avec un sourire triste. Il a dû grandir trop vite. Ils se turent de nouveau. Tant de choses devaient être dites, et il était si difficile de trouver le mot juste. Et maintenant, demanda finalement Victoria. Tu vas me livrer à la police pour avoir simulé ma mort, pour avoir substitué un corps? Ne dis pas de bêtises, répondit Dimitri sèchement. Je ne ferai jamais rien qui puisse te nuire. Même après tout ce que j'ai fait, même après ça? Dimitri la regarda longuement. Je t'aimais, Vika. Je t'ai toujours aimé, même quand je pensais que tu n'étais plus là. Et maintenant? Sa voix était à peine audible. Dimitri ne répondit pas. Il ne connaissait pas la réponse. Amour, douleur, ressentiment, soulagement, tout se mélangeait dans son âme. Je dois y aller, dit-il en se levant. J'ai besoin de temps. Nous avons tous besoin de temps. Victoria acquiesça, sans essayer de le retenir. Je comprends. Mais avant que je parte. Dimitri sortit son téléphone. J'ai besoin d'en savoir plus sur Ivan. Son nom complet, sa dernière adresse connue, une photo, si tu en as une. Tout ce qui peut t'aider à s'assurer qu'il ne représente plus une menace pour vous. Tu veux le trouver. Je veux m'assurer que toi et Maxime êtes en sécurité, dit Dimitri fermement. Quelle que soit l'évolution de nos relations. Victoria hésita, puis acquiesça. Elle prit son téléphone et trouva rapidement une photo d'Ivan Sergueïevitch Petrov. La dernière fois que je l'ai vu, il vivait dans le quartier de Presnansky, rue Maskina. Il travaillait pour l'entreprise de construction MOS 3 comme contremaître. C'était il y a 1 an. Dimitri prit une capture d'écran de la photo et nota les informations. Je te ferai savoir quand j'aurai des nouvelles, dit-il en se dirigeant vers la porte, et je reviendrai, je le promets. Dans le vestibule, ils croisèrent Alisa et Galina Ivanovna qui s'apprêtaient visiblement à partir. Il est déjà tard, dit la femme âgée. Nous devons rentrer à la maison. Je vous raccompagne, proposa Dimitri. Merci, mais nous pouvons prendre un taxi, refusa poliment Galina Ivanovna. S'il vous plaît, laissez-moi faire, insista Dimitri. Sans Alisa, je n'aurais jamais retrouvé ma famille. Le mot famille resta suspendu dans l'air, et Victoria frissonna. Grand-mère,
s'il te plaît, supplia Aliza. Il a une super voiture. Galina Ivanovna céda. D'accord. Merci à vous. Et une chose de plus, Dimitri sortit une carte de visite et la lui tendit. Voici mes coordonnées. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelez-moi à tout moment. Il leur dit au revoir et retourna à sa voiture. Soudain, il se sentit infiniment fatigué, tant physiquement qu'émotionnellement. Cette journée avait bouleversé toute sa vie, détruit l'ancienne réalité et créé une nouvelle, encore incertaine et effrayante. Au lieu de rentrer chez lui, Dimitri se dirigea vers le bureau. Malgré l'heure tardive, il savait qu'Igor, son chef de la sécurité, était toujours là, s'occupant de l'enquête sur la mort de Victoria. Au bureau, seules quelques fenêtres étaient éclairées. Dimitri monta en ascenseur et traversa les couloirs vides jusqu'au bureau de la sécurité. Igor était assis devant son ordinateur, parcourant des documents. En voyant Dimitri, il se leva. « Dimitri Alexandrovitch, j'étais justement sur le point de vous appeler. J'ai des informations, dit-il sans préambule. Je l'ai trouvée, Igor, dit Dimitri simplement. Elle est vivante. Le visage d'Igor exprima une extrême stupéfaction. Victoria Nikolaïevna est vivante? Mais comment? Dimitri s'effondra sur une chaise, sentant la fatigue monter par vagues. C'est une longue histoire, mais l'essentiel est qu'elle a simulé sa mort pour protéger son fils de son ancien compagnon. Un fils? Igor était manifestement stupéfié. Victoria Nikolaïevna a un fils? Oui, Maxime, 9 ans. Elle a caché son existence pendant toutes les années de notre mariage. Igor siffla. C'est inattendu. C'est un euphémisme. Dimitri passa la main sur son visage. Mais maintenant, l'important est autre chose. J'ai besoin d'informations sur Ivan Petrov. Il montra à Igor la photo sur son téléphone et lui transmit toutes les données que Victoria lui avait données. Je veux tout savoir sur lui. Où il vit, où il travaille, qui il fréquente, à quel point il est dangereux, s'il a des condamnations, des problèmes avec la loi. Tout. Tout sera fait. Igor prenait déjà des notes. Autre chose? Oui, j'ai besoin d'une protection pour Victoria et Maxime. 24 heures sur 24, mais discrète. Ils ne doivent pas se sentir surveillés, mais ils doivent être en totale sécurité. Compris? J'organise ça. Dimitri se leva, s'apprêtant à partir. Et une chose de plus, personne ne doit savoir que Victoria est vivante. Pas encore. Cela pourrait être dangereux pour elle et le garçon. Bien sûr, Dimitri Alexandrovitch. Confidentialité absolue. Dimitri acquiesça et se dirigea vers la porte, puis s'arrêta sur le seuil. Tu crois à la résurrection, Igor? Demanda-t-il soudain. Le chef de la sécurité leva les sourcils, surpris. Au sens religieux ou en général? Dimitri sourit faiblement. Ma femme est ressuscitée des morts. Comment dois-je vivre avec cela maintenant? Comme avant, Dimitri Alexandrovitch, répondit Igor sérieusement. Jour après jour, seulement maintenant avec joie et non avec douleur. Dimitri acquiesça. Merci. J'attends votre rapport demain matin. En sortant du bâtiment, il monta dans sa voiture, mais ne se pressa pas de démarrer le moteur. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête, l'empêchant de se concentrer. Victoria est vivante. Elle a un fils qui le considère comme faisant partie de la famille, une famille dont il ignorait l'existence jusqu'à aujourd'hui. Il devait rentrer chez lui, dans la demeure vide conçue par Victoria, dormir dans la chambre où chaque détail la lui rappelait. Mais il ne pouvait pas s'y résoudre. Au lieu de cela, Dimitri sortit son téléphone et composa un numéro. Malgré l'heure tardive, on lui répondit presque aussitôt, « Grand Hôtel, comment puis-je vous aider ?» C'est Dimitri Volkov. J'ai besoin de votre meilleure suite pour une durée indéterminée. Il avait besoin d'un endroit neutre pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Un endroit non imprégné de souvenirs de Victoria, ni vivante ni morte. Après avoir raccroché, il démarra sa voiture et s'engagea dans les rues nocturnes de Moscou. La ville vivait sa vie. Des gens pressés, des vitrines lumineuses, des lumières scintillantes. Personne ne connaissait le drame qui se déroulait dans sa vie.
Personne ne se doutait que le monde qui avait cru détruit un an auparavant s'était soudainement reconstitué, mais sous une forme complètement différente. Victoria est vivante. Cette pensée pulsait dans sa conscience, faisant tantôt s'arrêter son cœur, tantôt battre plus vite. Vivante, Savika aux yeux émeraudes. La femme qu'il avait pleuré pendant un an. La femme qui lui avait menti. La femme qui avait caché et élevé un fils en secret de lui. Comment allait-il gérer tout cela? Comment pardonner? Comment aller de l'avant? Dimitri ne connaissait pas les réponses. Il savait seulement qu'il ne pourrait pas perdre Victoria de nouveau, même si pour cela il devait accepter tous ses secrets et ses mensonges. Dans la suite de l'hôtel, luxueux et sûr, il resta longtemps près de la fenêtre, regardant le Moscou nocturne. Quelque part là-bas, dans un immeuble de banlieue, se trouvaient sa femme et son fils, leur fils. Une nouvelle réalité qu'il lui fallait apprivoiser. Dimitri sortit de sa poche l'alliance de Victoria qu'il portait autour du cou sur une chaîne depuis le jour où on lui avait annoncé sa mort. Un petit cercle d'or avec une gravure à l'intérieur, toujours tien. Il ne savait pas ce que ce mot signifiait désormais. Son téléphone vibra, interrompant ses pensées. Un message d'un numéro inconnu, merci de ne pas m'avoir dénoncé. Quoi que tu décides, sache que je n'ai toujours aimé que toi. Victoria. Elle avait peur d'appeler, mais avait trouvé un moyen de le contacter. Dimitri relut le message plusieurs fois, puis composa lentement une réponse, je ne te ferai jamais de mal. Jamais. J'ai besoin de temps. Je t'appellerai demain. Il envoya le message et s'allongea sur le lit sans se déshabiller. Le sommeil ne vint pas. Dans sa tête tournaient des bribes de conversation avec Victoria. Le visage de Maxime. Les mots d'Alisa sur le fait que l'amour était toujours suffisant. Est-ce suffisant, murmura Dimitri dans l'obscurité. L'amour est-il suffisant pour pardonner une telle tromperie? Il n'y avait pas de réponse, ou peut-être il n'était simplement pas prêt à l'entendre. Le matin surprit Dimitri près de la fenêtre de la chambre d'hôtel. Il n'avait pas dormi de la nuit, plongé dans des réflexions sur le tournant soudain de sa vie. Sur la table basse, à côté du lit intact, se tenait une tasse de café froid et gisait le téléphone qu'il vérifiait toutes les quelques minutes. Bien qu'il sût que Victoria n'écrirait plus, n'ayant pas reçu de signal de sa part. On frappa discrètement à la porte. « Entrez » dit Dimitri sans se retourner. Igor, le chef de la sécurité, entra dans la chambre, un dossier à la main. Son visage exprimait une extrême inquiétude. « Dimitri Alexandrovitch, j'étais justement sur le point de vous appeler. J'ai des informations, dit-il sans préambule. Et ce ne sont pas de très bonnes nouvelles. Petrov a un casier judiciaire pour violences domestiques et menaces de mort. Une ancienne petite amie, après Victoria Nikolaevna, lui a valu 2 ans de sursis. Il travaille actuellement pour l'entreprise de construction Stroinvest et non Mostro comme l'avait dit Victoria Nikolaevna. Dimitri se tendit. Il habite rue Maréchal Bioutsov 32. C'est non loin du quartier où vit actuellement Victoria Nikolaevna. À quelle distance? Environ 3 kilomètres. Mais il y a autre chose. Igor hésita. Petrov se trouve souvent dans le quartier de Boutovo ces derniers temps. Il y a une femme là-bas, ou il y en a une. Il a fréquenté le bar Krylia à environ 1 kilomètre de la maison de Victoria Nikolaevna. Il sait qu'elle est vivante, qu'elle est là-bas. Pour l'instant, nous n'avons pas de données, mais le risque existe. Dimitri serra les dents. La sécurité est déjà organisée. 2 hommes en civil sont en faction près de la maison de Victoria Nikolaevna depuis 6 heures du matin. 2 autres accompagneront le garçon à l'école et en reviendront discrètement, bien sûr. Bien. Dimitri acquiesça. Autre chose? Oui, la dernière chose, j'ai trouvé la femme qui a aidé Victoria Nikolaevna avec la substitution d'ADN, une infirmière du centre d'oncologie où Elena Makarova était traitée. Elle a avoué avoir reçu une somme importante pour sa collaboration, mais elle ne connaît pas tous les détails. Elle a seulement exécuté l'instruction concernant la substitution des échantillons. Tu lui as parlé, s'inquiéta Dimitri. Cela pourrait être dangereux pour Victoria. Ne vous inquiétez pas. Igor leva la main. J'ai agi très prudemment. La femme pense que c'était une enquête interne de la clinique. Elle ne connaît pas le lien avec Victoria Nikolaevna. Et le plus important, elle ne sait pas que vous êtes au courant que votre femme est vivante.
Dimitri expira de soulagement. Merci, Igor, tu es toujours au top. C'est mon travail. Igor s'inclina légèrement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Dimitri Alexandrovitch? Maintenant, Dimitri réfléchit. Maintenant, je dois rencontrer Victoria et Maxime et prendre une décision. Vous les ramènerez à la maison? Dimitri regarda par la fenêtre le panorama du Moscou matinal. Je ne sais pas, Igor, honnêtement, je ne sais pas. Quand Igor fut parti, Dimitri prit une douche, enfila des vêtements frais que son chauffeur lui avait apportés de chez lui, et finalement se décida à appeler Victoria. Il composa le numéro d'où était venu le message d'hier. Elle répondit après la première sonnerie, comme si elle tenait le téléphone à la main, attendant son appel. Dima, sa voix semblait incertaine. Oui, c'est moi. Comment allez-vous? Bien. Elle marqua une pause. Maxime a demandé de toi. Il veut savoir si tu reviendras. Je viendrai. Dimitri regarda sa montre. Aujourd'hui, dans quelques heures, si vous êtes à la maison. Nous sommes à la maison, répondit-elle rapidement. Maxime n'est pas allé à l'école. Il a un peu de fièvre. J'ai entendu dire qu'il était souvent malade. Entendu? De l'inquiétude se fit entendre dans sa voix. De qui? J'ai mes sources d'information. Vic, dit Dimitri doucement, ne t'inquiète pas. Tout cela est uniquement pour votre sécurité. Tu nous surveilles? Je vous protège. Dimitri s'efforça de faire paraître sa voix calme. Près de votre maison se trouvent actuellement 2 personnes de mon service de sécurité. Ils veilleront sur vous discrètement, bien sûr. Victoria resta silencieuse. Vika, c'est pour votre sécurité, répéta Dimitri. Ivan Petrov est à seulement 3 kilomètres de chez vous et il se trouve souvent dans le quartier de Boutovo. Quoi? Sa voix trembla de peur. Comment sais-tu? Je te l'ai dit, j'ai des sources. Ne t'inquiète pas, il ne te connaît pas encore. Mais le risque existe, c'est pourquoi la sécurité est nécessaire. Mon Dieu, murmura Victoria. Je pensais qu'ici nous étions en sécurité. Maintenant, vous êtes vraiment en sécurité, dit Dimitri avec assurance. Je ne laisserai rien vous arriver. Merci, dit-elle doucement. Je serai chez vous dans 2 heures, dit Dimitri. Et Vika, je dois parler à Maxime seul à seul. Pourquoi? Il y eut de la méfiance dans sa voix. Je veux le connaître. S'il fait partie de ta vie, alors il doit faire partie de la mienne aussi. Victoria resta silencieuse si longtemps que Dimitri pensa que la connexion avait été coupée. Vika, je suis là. Sa voix était étrange, comme à travers les larmes. Bien sûr, tu peux lui parler. Il sera ravi. Alors, à tout à l'heure. Dimitri raccrocha et inspira profondément. La conversation à venir avec le garçon l'effrayait plus que n'importe quelle négociation commerciale ou allocution publique. Avant de quitter l'hôtel, il appela son assistant personnel. Andreï, j'ai besoin de ton aide. Trouve le meilleur kit de construction de robots, quelque chose d'adapté pour un garçon de 9 ans, et aussi un ensemble complet de matériel de dessin le plus qualitatif. Livre tout cela au bureau dans 1 heure. Puis il composa le numéro de son médecin. Docteur Lebedev, vous avez promis d'examiner une femme âgée. Êtes-vous libre aujourd'hui? Ayant reçu une réponse affirmative, Dimitri dicta l'adresse de Galina Ivanovna et demanda au médecin d'y être le plus tôt possible. Puis il descendit dans le hall de l'hôtel où son chauffeur l'attendait déjà. Au bureau, Sergueï. En chemin, Dimitri réfléchissait à la conversation à venir avec Maxime. Que dirait-il au garçon? Comment expliquer la situation à un enfant qui, peut-être, voyait en lui une menace pour ses relations avec sa mère, ou au contraire, un espoir pour une vie de famille normale? Au bureau, Andreï l'attendait avec des sacs contenant des jouets pour Maxime. Merci. Dimitri prit les sacs. Je serai injoignable toute la journée. Annule toutes les réunions. Même avec le ministre de l'économie, s'étonna Andreï. Même avec le président, s'il appelle, répondit Dimitri fermement. Aujourd'hui, j'ai des choses plus importantes à faire. En arrivant près de la maison de Victoria, Dimitri remarqua 2 hommes en civil assis dans une voiture discrète en face de l'entrée.
Ils acquiescèrent à peine, le reconnaissant. Le service de sécurité fonctionnait comme une horloge. Dimitri monta à l'étage et sonna à la porte familière. La porte fut ouverte par Victoria, pâle, avec des cernes sous les yeux, mais toujours aussi belle. Elle était vêtue simplement, Jean, pull en grosse maille, cheveux attachés en chignon désordonné. « Salut !» Elle tenta de sourire, mais son sourire était nerveux. « Salut !» Dimitri entra dans l'appartement, ressentant un étrange mélange d'excitation et de malaise. « Maxime est dans sa chambre, » dit Victoria doucement. « La température est redescendue, mais il est encore faible. »« Je ne resterai pas longtemps. » Dimitri montra les sacs. « Je lui ai apporté quelque chose. Je ne sais pas si ça lui plaira. » Il tendit les sacs. Maxime jeta un coup d'œil à l'intérieur et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Waouh! Le kit Technobo. Je l'ai vu au magasin, mais il est si cher. Et des peintures de vrai matériel d'artiste. J'ai entendu dire que tu aimais construire des maquettes et dessiner, » dit Dimitri, heureux d'avoir deviné les cadeaux. « Oui, beaucoup. » Maxime sortit la boîte du kit de robot et commença à l'examiner sous tous les angles. « Merci beaucoup. »« De rien. » Dimitri regardait le garçon, essayant de retrouver en lui les traits de Victoria. Oui, il y avait quelque chose, la forme des yeux, la ligne des lèvres, mais dans l'ensemble, Maxime ressemblait probablement plus à son père biologique. Maxime, Dimitri décida d'aborder le fond de la conversation. Je voulais te parler de la situation, de nous tous. Le garçon posa la boîte et regarda Dimitri sérieusement, avec une gravité d'adulte. Vous allez vivre avec nous? La franchise de la question prit Dimitri au dépourvu. Je ne sais pas, c'est compliqué, mais je veux que tu saches, quoi qu'il arrive entre ta maman et moi, je serai là. Je vous aiderai. Je vous protégerai. De mon père, demanda Maxime doucement. Dimitri fut surpris. Tu le connais? Pas beaucoup. Le garçon baissa les yeux. Maman n'aime pas en parler, mais je sais que c'est une mauvaise personne qui a fait du tort à maman. Oui, Dimitri ne voyait pas l'intérêt de cacher la vérité. Ce n'est pas une très bonne personne. Et oui, je vous protégerai de lui, toujours. Maxime resta silencieux comme s'il réfléchissait à quelque chose, puis leva les yeux vers Dimitri. Vous savez, maman m'a toujours dit que vous étiez bon, que vous n'étiez pas comme mon père, que vous ne criez jamais et ne vous battez jamais. Dimitri sentit une boule se former dans sa gorge. Elle a dit ça? Oui. Et elle m'a aussi montré des photos de vous ensemble. Elle a dit que vous la rendiez heureuse, mais que vous ne saviez rien de moi parce que vous n'aimez pas les enfants des autres. Ces mots frappèrent Dimitri comme une gifle. Ses propres mots, prononcés autrefois sans arrière-pensée, avaient tellement blessé Victoria qu'elle avait préféré simuler sa propre mort plutôt que de risquer de dire la vérité. Maxime, Dimitri prit la main du garçon. Ce n'est pas vrai. Ou plutôt, ce n'est plus vrai. J'ai dit ces mots sans réfléchir, sans te connaître, sans imaginer que ta maman avait un si merveilleux fils. Si j'avais su, tout aurait été différent. Vraiment? De l'espoir brillait dans les yeux du garçon. Vraiment, dit Dimitri fermement. Je ne peux pas promettre que je serai immédiatement un beau-père idéal. C'est un nouveau rôle pour moi. Mais je te promets que je ferai de mon mieux, que je ne te blesserai jamais, toi ou ta maman, et que je serai toujours là quand tu en auras besoin. Maxime acquiesça sérieusement, comme s'il concluait un marché. D'accord, je ferai de mon mieux aussi. Je peux être utile. Je sais faire beaucoup de choses tout seul et je ne fais pas de bruit quand les adultes parlent. Dimitri sourit, touché par le sérieux du garçon. Je suis sûr que tu es un garçon formidable et il me fera plaisir de te connaître mieux. Moi aussi. Maxime sourit en retour, et dans son sourire, Dimitri revit soudain Victoria, la même jeune femme insouciante qu'elle était au début de leur relation. La porte s'entr'ouvrit doucement, et Victoria jeta un coup d'œil dans la pièce. « Comment allez-vous ici ?»« Très bien. » Dimitri se leva. « Maxime et moi avons bien parlé, semble-t-il, avons trouvé un terrain d'entente. »« Maman, regarde ce que Dimitri m'a donné. » Maxime montra la boîte du robot et le kit de dessin. « De très bons cadeaux. » Victoria sourit,
mais Dimitri remarqua que ses mains tremblaient légèrement. « Maxime, tu dois te reposer. Dimitri et moi allons parler dans la cuisine. »« D'accord, maman. » Maxime, à la surprise de Dimitri, s'allongea docilement et tira la couette jusqu'à son menton. « Vous reviendrez, Dimitri ? » »« Absolument, promit Dimitri. Nous assemblerons ce robot ensemble. » Ils sortirent de la pièce, laissant le garçon avec ses nouveaux trésors. Dans la cuisine, Victoria versa silencieusement du thé, puis s'assit en face de Dimitri. « Merci pour les cadeaux, dit-elle doucement. C'était très gentil de ta part. »« C'est un bon garçon, dit Dimitri sincèrement. Intelligent, sérieux, au-delà de son âge. »« Oui, Victoria soupira, parfois trop sérieux. Il a dû grandir trop vite. » Ils restèrent silencieux, sans se regarder. « Vika, dit finalement Dimitri. J'ai pris une décision. » Elle leva les yeux dans lesquels on lisait la peur. « Laquelle ? » ? « Je veux que vous déménagiez chez moi, dans la maison que tu as conçue. »« Notre maison. » Victoria pâlit. « Tu me pardonnes ? » ?»« J'y travaille, répondit Dimitri. « Honnêtement, ce n'est pas simple, mais je sais, je ne veux plus te perdre et je veux que toi et Maxime soyez en sécurité, et ce n'est possible que près de moi. Et si on l'apprend ? S'il vient te voir ? » ?»« Qu'il vienne, dit Dimitri durement. Je serais ravi de le rencontrer. J'ai longtemps voulu parler à l'homme qui a poussé ma femme à un tel désespoir qu'elle a décidé de simuler sa propre mort. »« Dima, » Victoria secoua la tête. « Il est dangereux pour vous. »« Pour moi, non. J'ai assez de pouvoir et d'argent pour protéger ma famille. »« Sa famille, » répéta Victoria doucement et des larmes brillèrent dans ses yeux. « Tu nous considères comme ta famille même après tout ce que j'ai fait ? » ?»« Oui. » Dimitri tendit la main et toucha sa joue, essuyant une larme. « Vous êtes ma famille. Et vous l'avez toujours été, même quand je pensais vous avoir perdu pour toujours. » Victoria ferma les yeux, se blottissant contre sa paume. « Je ne te mérite pas. »« Ce n'est pas à toi de décider, » dit Dimitri doucement. « Rassemblez vos affaires, demain vous déménagez chez moi. »« Et que dirons-nous aux gens ? Tout le monde pense que je suis morte. » La vérité, Dimitri haussa les épaules, ou une partie de la vérité. Que tu as simulé ta mort pour échapper à la violence domestique ? Que tu avais peur pour ton fils d'une relation précédente ? Les gens comprendront. Et ta réputation ? Tu as menti à tout le monde en identifiant le corps. Je n'ai pas menti. Dimitri secoua la tête. Je croyais vraiment que tu étais morte. Et peu importe ce que les gens pensent, l'important c'est que ma femme est vivante. C'est la seule chose qui compte. Victoria le regarda avec gratitude et incrédulité, comme si elle ne pouvait pas croire que tout se résolvait si simplement. « Dima, » murmura-t-elle, « j'avais tellement peur que tu me haïsses en apprenant la vérité. »« J'ai essayé, » avoua Dimitri, « mais apparemment, je ne sais pas te haïr quand j'en ai pleinement le droit. » Il se pencha et l'embrassa pour la première fois en un an. Ses lèvres étaient salées de larmes, mais aussi douces qu'il s'en souvenait. Comme si le temps s'était arrêté et qu'il n'y avait pas eu cette année terrible de séparation et de mensonges. « Maman !» La voix de Maxime depuis le couloir les fit se séparer. « Est-ce que je peux avoir de l'eau ? » ?»« Bien sûr, mon chéri. » Victoria s'essuya rapidement les larmes et se leva. « J'arrive. » Quand elle sortit de la cuisine, Dimitri resta assis, regardant dans le vide. Il n'était pas sûr d'avoir pris la bonne décision. Il n'était pas sûr de pouvoir pardonner et oublier entièrement. Mais il savait une chose, la vie sans Victoria était vide et dénuée de sens. Et s'il avait une chance de la récupérer, même avec ses secrets et ses mensonges, il devait saisir cette chance. Victoria revint dans la cuisine et s'assit à côté de lui. « Il s'est endormi, » dit-elle doucement. « Le médicament fait son effet. » Dimitri acquiesça. « Vika, il y a encore quelque chose que je dois savoir. Toute la vérité sur Maxime. Qui est son père ? Que sait-il de toi ? De la situation ? » Victoria inspira profondément. Yvan est son père biologique, mais il n'a jamais été un vrai père pour Maxime. Il ne s'est presque pas intéressé à son fils quand nous vivions ensemble. Et quand je suis parti, il n'a pas cherché à le revoir,
à savoir comment il allait. Seul l'argent l'intéressait, qu'il pouvait obtenir de moi après avoir appris mon mariage avec toi. Et Maxime, que sait-il d'Ivan? Pas grand-chose. Il était trop petit quand nous sommes partis. Il se souvient seulement que son père criait souvent et me frappait parfois. J'ai essayé de ne pas dire du mal d'Ivan. Après tout, c'est son père. Mais il n'y avait rien de bon à dire non plus. Et de moi? Que lui as-tu raconté de moi? Victoria sourit faiblement. Seulement de bonnes choses, que tu es gentil, intelligent, réussi, que tu m'aimes et prends soin de moi. Et que je n'aimais pas les enfants des autres, ajouta Dimitri d'un air sombre. Oui. Victoria baissa les yeux. Pardon. J'aurais dû lui expliquer que tu ne pensais pas à ça, que tu n'imaginais simplement pas une telle possibilité. Maintenant, je lui expliquerai moi-même. Dimitri lui prit la main. Nous allons tous recommencer, Vika, une nouvelle vie sans mensonge, sans peur. Seulement la vérité, aussi difficile soit-elle. Je le promets. Victoria serra sa main en retour. Seulement la vérité. Toujours. Les 2 jours suivants se passèrent en préparatifs fiévreux pour le déménagement. Dimitri engagea une équipe professionnelle qui emballa rapidement et soigneusement les affaires de Victoria et Maxime. La plupart des meubles furent laissés dans la maison de Dimitri. Il y avait tout le nécessaire et Victoria ne voulait rien conserver de sa vie posthume. Maxime, à la surprise des adultes, accueillit la nouvelle du déménagement avec enthousiasme. Il courait dans l'appartement, rassemblant ses trésors, livres, maquettes, collections de pierres, et racontait à Dimitri, qui venait tous les jours, où chaque chose devait être placée dans sa nouvelle chambre. « J'aurai ma propre chambre » demanda-t-il le premier jour où on lui annonça le déménagement. « Bien sûr » répondit Dimitri. « Grande, lumineuse, avec vue sur le jardin. Nous choisirons ensemble les meubles et tout ce dont tu as besoin. Et je pourrai accrocher mes posters de robots. Autant que tu veux, sourit Dimitri, découvrant avec surprise qu'il aimait passer du temps avec le garçon. Victoria observait leur conversation avec un mélange de bonheur et d'anxiété. Elle n'arrivait toujours pas à croire que Dimitri avait si facilement accepté Maxime, qu'il ne l'avait pas seulement pardonné, mais semblait aussi vouloir réellement former une famille pour eux deux. Le jour du déménagement, Dimitri arriva tôt le matin avec 2 des 4 gardes du corps. « Est-ce nécessaire » demanda Victoria en voyant l'escorte. « Oui » répondit Dimitri fermement. « Tant qu'Ivan est en liberté, je ne risque pas votre sécurité. » Ils chargèrent les affaires personnelles dans les voitures et jetèrent un dernier coup d'œil à l'appartement vide. « C'est étrange » dit Victoria doucement. « Je pensais que cet endroit me manquerait, mais je ne ressens rien. Comme si ce n'était pas ma vie, mais celle de quelqu'un d'autre. » Ce n'était pas ta vie. Dimitri la prit par les épaules. Tu jouais le rôle de Victoria Sokolova. Maintenant, tu es de nouveau Victoria Volkova. Ma femme. Elle se serra contre lui pour la première fois depuis longtemps, se sentant en sécurité. Maman, je suis prêt. Maxime sortit de sa chambre, son sac à dos sur les épaules. Est-ce que je peux aller dans la voiture avec Dimitri? Victoria échangea un regard avec Dimitri. Bien sûr, si Dimitri ne s'y oppose pas. Je suis tout à fait pour, sourit Dimitri. Allons-y, je vais te montrer comment fonctionne une vraie radio. Ils descendirent où les voitures les attendaient. Les gardes du corps examinaient attentivement les environs. L'un d'eux gardait la main sous sa veste, visiblement prêt à sortir une arme à tout moment. Tout est dégagé, Dimitri Alexandrovitch, rapporta le chef des gardes. Nous pouvons partir. Ils montèrent dans les voitures. Dimitri et Maxime dans la première, Victoria avec l'un des gardes dans la seconde. Le cortège démarra, se dirigeant vers le centre de Moscou. Maxime se colla à la fenêtre, observant avec enthousiasme les quartiers changés, du modeste Boutovo au luxueux quartier plus proche du centre. « Nous allons vivre ici » demanda-t-il, lorsqu'ils entrèrent dans le quartier des hôtels particuliers de luxe de Roublevka. « Oui » Dimitri observa avec plaisir la réaction du garçon. « Ça te plaît beaucoup. » « C'est comme dans les films sur les gens riches » répondit Maxime ingénument. Dimitri, « Eh bien, je suis vraiment un homme riche et maintenant tu vas vivre comme le fils d'un homme riche. Mais cela ne signifie pas que tout sera facile. J'exigerai de toi de bons résultats scolaires et un comportement digne. Je comprends,
acquiesça Maxime sérieusement. Maman dit aussi toujours que le plus important ce sont les études et les bonnes manières. Ta maman est une femme intelligente. Dimitri sourit, regardant dans le rétroviseur la voiture où se trouvait Victoria. Enfin, ils arrivèrent devant de hautes grilles en fer forgé qui s'ouvrirent automatiquement à leur approche. Derrière les grilles s'étendait un vaste terrain avec un jardin bien entretenu, un étang décoratif et le bâtiment principal, une demeure de 3 étages dans le style néoclassique moderne. « Waouh !» s'exclama Maxime. « C'est notre nouvelle maison. » « Notre maison », corrigea Dimitri. « Oui, ta maman l'a conçue. »« Maman !» Maxime se tourna vers Dimitri avec surprise. « Vraiment, vraiment, c'est une architecte talentueuse. Cette maison est son œuvre. » Les voitures s'arrêtèrent devant l'entrée principale. Dimitri aida Maxime à sortir, puis s'approcha de la deuxième voiture et ouvrit la porte pour Victoria. Elle sortit, regardant la maison avec une expression étrange, comme si elle voyait un fantôme. « Tout va bien ?» demanda Dimitri doucement. Oui, elle inspira profondément. C'est juste étrange d'être de nouveau ici. Après tout ce qui s'est passé, la maison t'a manqué. Dimitri lui prit la main. Comme à moi. La porte d'entrée s'ouvrit et sur le seuil apparut une femme âgée vêtue d'une robe stricte, Anna Pavlovna, la gouvernante qui travaillait pour Dimitri depuis de nombreuses années. Bienvenue chez vous, Victoria Nikolaevna, dit-elle avec un sourire, bien que l'étonnement se lut dans ses yeux. Nous sommes tous si heureux de votre retour. Merci, Anna Pavlovna. Victoria sourit, mais Dimitri remarqua à quel point ses épaules étaient tendues. Faites connaissance, voici Maxime, mon fils. La gouvernante tourna son regard vers le garçon et sourit chaleureusement. Ravi de vous rencontrer, jeune homme. Bienvenue dans notre maison. Bonjour, répondit Maxime poliment, un peu intimidé devant cette femme inconnue. Anna Pavlovna, s'il vous plaît, montrez à Maxime sa chambre, dit Dimitri. Victoria et moi vous rejoindrons un peu plus tard. Bien sûr, Dimitri Alexandrovitch, venez Maxime, je vais vous montrer vos appartements. Quand ils disparurent dans la maison, Dimitri se tourna vers Victoria. Prête à entrer? Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Tout cela me semble un rêve. J'ai peur de me réveiller. Ce n'est pas un rêve. Dimitri lui serra la main. C'est notre nouvelle réalité, et elle ne fait que commencer. Ils entrèrent dans le vaste hall avec son sol en marbre et son escalier en colimaçon menant aux étages supérieurs. La maison était telle que Victoria s'en souvenait, élégante, spacieuse, remplie de lumière. Et en même temps, quelque chose avait changé. Certaines peintures avaient disparu. De nouveaux meubles étaient apparus. Tu as fait des rénovations, demanda-t-elle en regardant autour d'elle. Non, Dimitri secoua la tête. Simplement après ta mort, je ne pouvais pas voir certaines choses qui me rappelaient trop toi. Je les ai retirées. Victoria acquiesça, encore un rappel de la douleur qu'elle lui avait causée par sa disparition. J'ai préparé une chambre pour Maxime au 2e étage, à côté de notre chambre, continua Dimitri, la conduisant vers l'escalier. J'espère que ça lui plaira. Je suis sûr que oui, Victoria sourit. Il est déjà ravi de tout ce qu'il voit. Ils montèrent au 2e étage et traversèrent le large couloir jusqu'à une porte d'où provenait la voix excitée de Maxime. Maman, regarde, il y a un vrai télescope et un ordinateur et un lit immense. La chambre était spacieuse avec des fenêtres panoramiques donnant sur le jardin. Dimitri l'avait entièrement réaménagé pour le garçon. Nouveaux meubles, appareils électroniques, jouets, livres. Au mur étaient déjà accrochés des posters de robots et de vaisseaux spatiaux, exactement les mêmes que dans l'ancienne chambre de Maxime. D'où viennent ces mêmes posters, s'étonna Victoria. Je les ai photographiés quand je suis venu vous voir et j'ai commandé exactement les mêmes, répondit Dimitri doucement. Je voulais qu'il se sente chez lui. Victoria le regarda avec gratitude. Merci. Tu penses à tout. J'essaie. Dimitri sourit. Notre chambre est juste à côté. Tu veux la voir? Ils laissèrent Maxime sous la surveillance d'Anna Pavlovna et entrèrent dans la chambre principale, une pièce spacieuse avec un immense lit, un dressing et une salle de bain qui ressemblait plus à un spa. Rien n'a changé, dit Victoria, surprise en regardant autour d'elle. Ici, non. Dimitri s'assit sur le bord du lit.
Je ne pouvais pas. Je ne voulais rien changer dans notre chambre. Comme si cela signifiait accepter définitivement ta mort. Victoria s'assit à côté de lui. Leurs mains se touchèrent. Je suis tellement désolé, dit Ma. Si je pouvais revenir en arrière et tout changer. Non. Il secoua la tête. Ce qui est fait est fait.